Qu'est-ce que tu veux, Ça fait là? longtemps que t'as pas fait de vidéo, me semble. J'ai pas le temps, man. Je travaille Tu tout pas le d'en faire une? M'en est-ce correct les vacances, là? Je le sais, mais c'est ma journée de congé. Ouais. Tout livre et tout ferme ta gueule. J'ai un test de COVID à faire. Je veux Regarde m'entraîner. dans le test de COVID avec ça. De quoi tu veux qu'on parle? On aimerait savoir comment ça fonctionne, le FDC, FMS, VDU. Ouais, c'est le ciment de la maison, ça. Salut les BAS, aujourd'hui je pense que vous avez deviné, on travaille le ciment de notre maison. On va garder ça simple, on va travailler ce qui est le plus important pour votre initial. Vous commencez sur le dash, c'est la vidéo à regarder. J'ai sorti mon vieux stock, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces trois petites boîtes, ces trois systèmes. Ben voyons, c'est une blague ton affaire. Tu parles de trois systèmes pis y'a rien sur ce panel-là. C'est pas le bon panel. T'es n'importe quoi, du monde, t'es n'importe quoi. Bon, c'est mieux comme ça. Côté FGC, dans mon livre à moi, c'est la partie la plus importante de votre cockpit. Vous pouvez faire des beaux calls de panne, des belles étapes puis des belles séquences de switch, mais si vous comprenez pas le FGC, vous ne comprenez absolument rien. Ça, c'est le cœur de votre opération. Bon, on va regarder chacun des boutons correspondants. Le premier bouton qu'on regarde ensemble, c'est le AP. AP veut dire Autopilot. Vous voulez mettre votre autopilote à on, bien vous appuyez sur autopilote. Si vous essayez de mettre l'autopilote et ça fonctionne pas, le Yadamper non plus, des fois là, on peut aller un peu plus loin. J'ai déjà eu ce problème-là. Right, left, eh bien le bouton était resté collé. Vous pouvez jouer avec, essayez de pousser dessus pour le décoller à gauche et à droite. C'est peut-être ça votre problème. Ça peut sauver votre journée. Donc si vous voulez changer l'autopilote de côté, vous pouvez faire sur votre EDU right ou left, tout dépendamment du côté que vous voulez avoir l'autopilote et même chose avec le Yadamper. Si vous voulez savoir comment faire pour changer les contrôles de côté, ben moi je vais vous donner un truc facile. Je vais prendre les informations de droite, je veux que le commandant prenne le contrôle du directeur de vol, ben moi ce que je fais, je vais appuyer sur gauche, ici. Je prends les deux, je les envoie à gauche. Vous voyez, il n'y a plus aucune information. Il n'y a pas de doute. Après ça, il nous reste juste à redonner des informations. Bon, si je veux m'en aller en FMS, ben, je vais donner une information de navigation latérale. Exemple, AUX, pour m'assurer que l'écran de gauche est en LNAV. Et je vais faire NAV. Et lui va me dire LNAV. Puis pour l'information de droite, ben, je peux lui donner un HAL puisque j'aimerais ça garder mon altitude. J'ai transféré de contrôle. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous appuyez sur vos contrôles, dites-le ce que vous avez dans vos écrans. L'écran de gauche, les DU de gauche ou les DU de droite, c'est le même en réalité. Bon, si je veux m'en aller en heading, je le dis, heading. Puis là, ben, vous avez deviné que le HSI Select était du côté gauche, donc c'est le heading de ce HSI qui va avoir raison. Si je le tourne, l'avion tourne. Maintenant, je veux prendre le contrôle. Copilote, il veut prendre le contrôle. Ben, encore une fois, que ce soit dans cet écran-là ou dans l'autre écran, ben, on a juste à appuyer. Tings. Tings, tings. Toutes les flèches sont à droite. On a perdu nos informations. On les redonne. Dans mon cas, j'aimerais ça naviguer en AUX nav, LNAV et en ALT. ALT. Donc LNAV et ALT. Puis que ça soit à droite ou à gauche, vous voyez, ça fait exactement la même chose. Mais les informations sont prises à l'intérieur du HSI, du copilote, parce que le HSI Select est par la droite. N'oubliez pas que cet écran est doublé. Il y en a une à gauche, il y en a une à droite, c'est la même. Si on veut enlever l'autopilote, on a un bouton rouge ici ou un bouton rouge à droite. On peut appuyer dessus, l'autopilote se désengage. On peut également appuyer ici, ça fait la même chose. Mais il y a une autre façon également de désengager l'autopilote. En appuyant sur Go Around, l'autopilote se désengage. Vous allez avoir une indication de Wing Level Go Around. 9 degrés nose up. C'est normal, c'est fait pour ça. Dans ma démonstration, je vais remettre Heading Alt et l'autopilote. Et on a recommencé à naviguer. Ça peut-tu atterrir sur l'autopilote, cet avion-là? C'est légal, tout ça? Tant que vous le faites pour les gentils.
Attachez votre ceinture! 50, 40, 30, 20, 10. Hey, super bien! Ben oui, ça peut atterrir sur l'autopilote. On le fait pas, par exemple. Ça peut-tu décoller, sur l'autopilote, cet avion-là? Ben oui, ça peut décoller sur l'autopilote. Je pense que c'est pas une bonne idée de décoller sur l'autopilote. C'est quand même du fun. Pour votre yaw damper, le bouton numéro 2, il peut être à gauche, il peut être à droite. On va choisir le côté qu'on veut. Ça va choisir les informations sur le bon ADC, Air Data Computer. Pourquoi qu'on met toutes les flèches d'un bord ou toutes les flèches de l'autre bord? Ben c'est sûr que si on a un petit problème avec l'ADC, on ne saura pas si on garde toujours le yaw damper puis l'autopilote du même côté. Donc, à chaque vol, si c'est votre vol en tant que commandant, vous le mettez à gauche. Si c'est votre vol en tant que premier officier, vous le mettez à droite. On peut mettre le yaw damper de ce côté-là. On appuie sur Left. Change de côté. Si on veut le changer de côté, on appuie sur Right. Il va changer de côté. Maintenant, quand on continue puis on parle du HSI Select. Le HSI Select, c'est le bouton le plus important de votre FGC parce qu'en réalité, c'est les yeux de votre flight directeur. Puis n'oubliez pas qu'il n'y en a rien qu'un flight directeur. Même si vous envoyez deux, il y en a juste un qui est doublé. Et puis, le flight directeur qui va être suivi, ça va être celui que le HSI va avoir été sélectionné. Des fois, ça devient compliqué, mais regardez comment c'est écrit. HSI Select. Donc, HSI qui a été sélectionné. C'est quoi pour vous un HSI? C'est ça? Non. Ça, c'est un EDI. Ça, c'est pas un HSI. Ça, c'est un HSI. Donc, quand vous regardez votre HSI qui a été sélectionné, donc si la flèche dans notre cas est à droite, les informations de notre flight director vont être du côté du HSI qui a été sélectionné, donc du côté droit dans notre cas. Toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est quoi les informations qu'il y a à l'intérieur? Il y en a qui sont pas dedans. C'est notre navigation, c'est notre heading. Si on choisit navigation, ça peut être le FMS, ça peut être le VOR, mais c'est tout. Puis ça, c'est un EDI ou I pour électronique. Hey, il est en envers, là, ton EDI, il est en envers. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas un HSI. Puis ça l'est votre fameux EHSI, électronique HSI. C'est là-dessus que les informations vont être. Maintenant, on va parler du quatrième bouton, le Nav Select. Ça, là, savez-vous quoi? C'est un bouton qui a été créé pour pouvoir choisir quel côté on veut changer le fameux Nav Select. On veut-tu que ça soit VOR Lock ou on veut que ça soit AUX? Donc, dans notre cas, FMS. C'est ce qui va changer l'information dans l'écran. Puis on n'oublie pas que le HSI Select, lui, regarde quel écran? Bien, le HSI qui a été sélectionné avec la flèche. Donc, si vous mettez une navigation FMS à l'intérieur de ça, le HSI Select vous regarde et vous appuyez sur Nav, eh bien, ça va être la navigation à l'intérieur du HSI qui a été sélectionné. C'est pour ça qu'on appuie toujours sur AUX pour être certain qu'il est en FMS si on veut ça. Si on appuie sur APP, puis que votre écran est en ILS en réalité, eh bien, ça va nous donner un localizer et un glide slope en stand-by. Pour ce qui est du nav, simplement le nav, vous aurez la latérale navigation, vous n'aurez pas de verticale navigation. Le contrôleur peut vous dire intercepter en rapprochement, mais pas clair pour l'ILS, vous appuyez sur le bouton nav, mais avec votre écran en VOR Lock. Si vous appuyez sur nav puis vous aviez appuyé sur AUX avant, il va suivre l'écran HSI de votre FMS. Attention, petit détail, mais c'est pas compliqué. Fait que si le contrôleur nous demande de peser juste sur nav, ça va être lock. APP, c'est lock et glide slope. Mais juste nav, ça va juste être lock. Il n'y aura plus de glide slope. Nav, APP, nav, APP, nav, APP, nav. Je vais laisser juste lock. Ils ont été lâches. Au lieu de mettre un bouton à gauche puis un bouton à droite pour pouvoir changer l'écran du bas, ils ont mis une ligne qui mélange tout le monde. Vous voulez prendre le HSI de gauche et le mettre en navigation FMS. Bien, le bouton AUX, en réalité, ça pourrait être écrit FMS dessus. Parce que AUX, à chaque fois qu'on appuie sur AUX, ça met l'écran en AirNav, donc FMS. Fait que si j'appuie sur FMS, l'écran va en AirNav. Si j'appuie sur VOR Lock, l'écran va soit en VOR ou soit en NAV, donc un ILS. Ça va dépendre de ce que vous avez sur ces fréquences.
Puis là, comme vous avez vu, la flèche est à gauche, donc je suis en train de manipuler l'écran de gauche. Puis MLS, on l'oublie, ça n'existe plus. Si je mets la flèche à droite, c'est l'écran de droite que je vais changer. Encore une fois, Viewer Lock ou aux pour FMS. Fait que si je fais ça, je mets l'écran à FMS, c'est l'écran de droite. Si je veux changer l'écran de gauche, il faut que je mette la flèche à gauche. On va mettre l'écran de gauche en Viewer ou en aux. C'est assez simple. N'oubliez pas que le aux, ça veut dire FMS. Donc, je change l'écran du bas, le HSI, je le mets en Viewer, selon les radios ici, ou je le mets en aux, selon notre FMS. Je veux changer celle de droite, je change la flèche de bord, je le mets en Viewer Lock, donc en Viewer, ça dépend de la fréquence ici, ou bien en aux, ça va dépendre de mon FMS. Si vous avez bien compris ça, le reste, super facile. Si vous voulez changer la track, Viewer Lock, on s'assure que l'écran est en Viewer Lock et on tourne ce sélecteur. Vous voyez, la track va changer. Mais si on est en aux, là, la track, elle ne changera plus. Là. C'est bien important de le comprendre. Il faut vraiment être en Viewer Lock pour mettre la bonne track sur notre ILS. Puis si on veut changer de l'autre côté, même chose. Il faut être en Viewer Lock pour changer la track de bord. Si on veut se remettre en aux après, on peut. Puis la track, vous voyez, on la tourne plus parce que l'écran est rendu en R9. Bon, ben vous voyez, dans notre avion, on a un beau nav select qui est juste ici. Le nav select, il est où dans le Q400? Ah ah! Il y a encore le HSI select, l'autopilote le regarde un peu. On les voit ici, au centre. Mais il n'y a plus de nav select. Le nav select est remplacé par le nav source. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Fait qu'il n'y a plus de nav select. C'est merveilleux. Pas besoin de changer de flèche de bord pour pitonner d'un côté, changer de flèche de bord, pitonner de l'autre côté. Si tu veux changer l'écran de gauche, tu utilises ce bouton-là. Si tu veux changer l'écran de droite, tu utilises ce bouton-là. Bravo, bravo, bravo! Hey, c'est payant, comme la chérie droite. T'es sérieux, là? C'est cher à ma chance, ça. C'est payant. J'ai déjà vu un pilote gagner de l'argent dans l'aviation. Bon, le bouton Heading de votre FGC est très simple. Encore une fois, le HSI Select va regarder un côté ou de l'autre, puis ça va être le Heading qui va fonctionner. L'autre va fonctionner, vous pourrez le tourner, mais le Flight Director ne sera pas couplé à celui qui va avoir une fonction. Ah ah ah! Si je suis en train de voler et puis je donne les contrôles à mon premier officier, il vole l'avion, puis les flèches, le HSI Select sont encore de mon côté, puis qui donne un virage de cap, bien, n'oubliez pas de vous étirer le bras pour aller chercher le HSI de l'autre côté pour pouvoir faire fonctionner l'avion pour qu'elle tourne. Je vois souvent cette erreur-là. C'est juste au début, c'est pas grave. Ouais, tu l'as fait souvent, je m'en souviens, mon Dumont. Ouais, je l'ai fait mon souvent. Dumont. Je l'ai fait souvent. On a la fonction Heading qui est ici. Heading va aller chercher le côté que le HSI regarde. S'il regarde à droite et que j'appuie sur Heading, vous voyez, une fois, encore une fois, tu appuies une fois, 2 fois, 10 fois, il s'ouvre, il se ferme. Donc, si j'appuie sur Heading, vu que le HSI Select regarde du côté du HSI ici, ça va être le Heading ici que l'avion va suivre automatiquement. De l'autre côté, le Heading du commandant ne fonctionnera pas. Hey, Dumont, baisse tes tops, tu vois bien qu'ils sont ben trop hauts. Si je vous fais une démo, puis je veux tourner mon heading de ce côté-là, l'avion, elle ne réagit pas du tout. Mais si je veux que ça soit ce heading-là qui fonctionne, il faut que je mette le HSI Select à gauche. Et je redonne l'information de heading et alt. Et puis là, ce coup-là, ben oui, l'autopilote va suivre le heading à gauche. Puis le heading à droite, il n'y aura aucune influence. Pour ce qui est du bouton IAS et VS, c'est un peu la même chose. Encore une fois, le HSI Select, ça ne changera rien d'un côté ou de l'autre. C'est la fameuse roulette. Cette roulette-là que vous avez va servir à jouer avec votre IAS, la vitesse qu'on va utiliser quand en montée, et votre VS en descente.
Fait que si vous appuyez sur IAS, vous tournez la roulette, c'est le chiffre qui va monter, l'IAS. Si vous appuyez sur VS, vous jouez avec votre roulette, c'est le taux de descente qui va fonctionner. Vous pouvez monter en VS, ça va fonctionner, mais on fait jamais ça parce que lui, il va toujours garder le taux de montée. Comme je vous montrais dans la vidéo, il va s'en foutre de la vitesse, puis ça va faire en sorte que votre avion peut décrocher. Ça devient dangereux, donc les compagnies instaurent le fait de monter en IAS et de descendre en VS. Ça va pas exploser si vous le faites, mais c'est vraiment important d'essayer d'être à notre naturel sur la ligne comme au sim pour pas se faire poigner avec ces détails-là. Comprenez les choses, puis quand on comprend ça, on veut juste pas le faire. Là, il y en a qui disent, ben pourquoi je monte en IAS et non pas en VS? Ben c'est facile à comprendre. Démonstration. On est en montée. Puis moi, je vais faire une montée en VS. Tiens, on va se mettre une altitude beaucoup plus haute avec un Alselec. Check Alselec. Puis là, je fais ce qu'il faut pas. Je suis sur VS pour monter. Puis je vais me donner un genre de taux de montée de fou. Il va aller le chercher. Vous voyez le flight director de travail, il va aller le chercher. On est en montée, tout va bien. Tout va bien, pourquoi? Parce qu'on a de la vitesse. Mais lui, il s'en fout de la vitesse. Fait que c'est certain, je vais réduire mes moteurs pour vous montrer ce que ça ferait en altitude. À un moment donné, il y a moins d'air en altitude. Les performances vont changer. Fait que c'est sûr que si lui essaye toujours de garder le VS que j'y ai demandé, ça ne dérange pas, lui, là, que la vitesse descende. Lui, il s'en fout de la vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? On va s'en aller vers le décrochage. Puis, ben, le décrochage va faire que l'autopilote va lâcher aussi. Et voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais monter en VS, mais en IAS. Juste pour vous dire que, au bout de la ligne IAS, là, la montée, si jamais vous avez mis une IAS puis ça ne monte plus, ben, c'est parce que vous n'avez plus besoin de monter. Vous n'êtes plus capable. Et voilà. That's it. Avant d'appuyer sur IAS pour monter ou VS pour descendre, n'oubliez pas de vous protéger avec le Alselec. Le Alselec, c'est quoi? C'est une altitude qu'on va mettre dans la petite boîte et qu'on va se protéger avec le bouton Alselec. On appuie sur Alselec, il va garder en mémoire que cette altitude-là, on ne peut pas la défoncer. Donc, si on est en descente, avec un Alselec, il va y avoir une capture, une étoile et tout va disparaître pour être capturé à ce moment-là. Attention, parce que des fois, les altitudes dans la boîte sont toutes correctes, mais des fois, on est en descente. En manipulant les FMS ou en manipulant autre chose, on va désengager l'Alselec, puis c'est ça qui peut nous faire quitter les altitudes que nous devons respecter. Même chose en montée. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez voir, il va y avoir une capture bientôt. Puis je vais toucher à ma roulette. Ce qu'il faut pas. Capture, je touche à ma roulette. Oh, il tombe en pitch. Quand on est en pitch, c'est pas drôle. On défonce notre altitude. Attention! Surtout quand vous êtes dans les montagnes comme ça. Textez jamais au volant, c'est ma phrase. Donc, vous volez. Puis l'autre, ben lui, il va s'occuper des manipulations. Donc, quand vous volez, faites comme quand vous êtes en auto. Vous n'êtes pas en train de texter. Si vous êtes comme ça, vous avez ce feeling-là, c'est pas correct. Volez votre avion, surveillez l'autopilote parce qu'il n'est pas aussi bon que vous. Ben non, je t'ai arrêté dans mon char. Donc, si on veut monter, c'est bien important. On met l'altitude dans cette boîte et on met un Alselec. Le Alselec est ici. Une fois, ben c'est sûr que si on appuie dessus une fois, on l'enlève. Une autre fois, on le met. Fait qu'à chaque fois qu'on appuie dessus, il se met, il s'enlève, il se met, il s'enlève. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va nous protéger. Je vous donne un exemple. On est rendu presque à 4000 pieds. Si je mets 4300 dans la boîte avec un Alselec, 1000 pieds avant, il va sonner. Et puis, vous allez voir que quand on va atteindre l'altitude en question, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans l'écran, ça va changer. Pour un halt avec une étoile. Et quand il va être complètement capturé, le halt étoile va disparaître. L'avion va arrêter de monter. Quand on veut descendre maintenant, exemple, je suis à 4300 pieds et je veux descendre. On va prendre la petite boîte, on va mettre l'altitude en question. Exemple, 2000 pieds. Tu mets 2000 pieds dans ta boîte et tu vas aller mettre encore une fois une protection d'Alselec. Les montées sont en
IAS, les descentes vont être en VS. VS, puis avec la roulette, on va lui donner le chiffre voulu. Avec la roulette, c'est ça qui va jouer avec le taux de descente en VS ou IAS en montée. 3005, exemple, il va y avoir une capture lorsque j'atteins mon 3500 pieds. Le star va disparaître quand il va y avoir la capture officielle. Pas de surprise, le halt, on appuie dessus, l'avion arrête, elle maintient l'altitude qu'on veut. Celle-là qui est là. Le fameux bouton MLS, je le répète, il sert à rien, oubliez-le, c'est un système qui avait été créé à l'époque, mais il est plus actif ni dans le simulateur ni sur la ligne. On pourrait l'effacer ce bouton-là, ça vous enlèverait un peu d'informations. Si je reviens sur le APP, encore une fois, vous appuyez dessus, il va capturer un localizer et un glide slope. Si vous appuyez sur APP puis il y a une fréquence viewer ou une radiale, il va intercepter la radiale. Le back course, on le fait presque plus. Je vous en parlerai pas parce que ça sert à rien, c'est une technologie de v'là 15 ans. Je l'ai mis dans le club du MLS, le back course. On l'élimine. Mais à l'époque, ça capturait un back course d'un localizer, c'est tout. Assez simple. Je l'ai fait quelques fois, mais... Localizer, glide slope, standby. Fait que si vous avez mis votre select après, c'est glide slope qui va se retrouver au centre. Tant de l'autre que vous avez manipulé vos boutons. Le bouton Standby va annuler tout ce qui avait été sélectionné pour votre flight director. Donc, Standby, on arrête tout. Est-ce que l'autopilote s'enlève? Non, par exemple. Mais toutes les fonctions que vous aviez utilisées auparavant. Ben, si vous avez un heading, un halt, exemple, et vous appuyez sur Standby, tout se met en noir. Lancez-vous, jamais d'évac! Vous voudriez pas de me donner un coup de main par hasard? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? On a également un magnifique bouton qu'on appelle TCS. Vous voyez, c'est marqué TCS. Puis quand on appuie dessus, ce que ça fait, vous allez remarquer que l'autopilote va se désengager. Mais je continue à garder tous les paramètres. Les paramètres, regardez dans mon écran, IDU, là. Ça va être écrit TCS Engage. Donc, je suis capable de voler moi-même. Mais les paramètres de mon autopilote vont rester les mêmes. Excepté si je suis en montée l'IAS, quand je vais le relâcher, on va garder l'IAS actuelle et non pas l'ancienne, ou le VS. Je vous fais une démo, je relâche le bouton, et voilà, tout est redevenu dans l'ordre. Tiens, 6000 pieds dans la boîte avec un NAL Select. Parfait, là, c'est le copilote qui vole. Je vais mettre les flèches de mon côté. Toc, toc. Je vais redonner un... Tiens, heading, je vais leur donner un halt. 6000 pieds, Al Select, check Al Select. Je paye sur IAS pour monter. Le Dash 300, la montée est à peu près à 165 environ. Jusqu'à 18 000 pieds. Puis à partir de 18 000 pieds, on va enlever à peu près 2 nœuds par 1000 pieds, jusqu'à 25 000 pieds, notre plafond. Dans ce cas-ci, si j'appuie sur TCS, mélangez-vous pas, ça c'est pour le IDEN. Quand l'ATC nous demande l'IDEN sur le transpondeur affiché IDEN, c'est ça ici, affiché IDEN. Mais ça, c'est le TCS. Bon, vous voyez, je suis en montée, j'appuie sur TCS, puis je décide de tirer un petit peu plus. Mais quand je vais relâcher, regardez, on est rendu à 162 nœuds. J'appuie sur TCS, je tire encore plus, je le relâche. Quand il se réengage, 153 nœuds. J'aimerais ça descendre. 3000 pieds dans la boîte avec un Al Select. On l'enlève pas, on fait attention. Check Al Select, je vais me mettre un VS pour la descente. Alors vous voyez, j'ai mis 1400 pieds minutes de taux de descente. Si j'appuie sur TCS et j'augmente le taux de descente, quand je vais relâcher mon bouton, on va garder ce que j'ai
À ce moment-là, donc, 1800 pieds, le taux de descente. Bon, mais je pense que ça complète notre petite tournée pour le FGC, le Flight Guidance Controller. C'est cette petite boîte-là qu'il faut bien maîtriser. Amusez-vous. C'est important pour les pilotes d'entraînement de faire voler les pilotes sur la ligne, puis pas toujours avec des pannes parce que c'est le fun de pouvoir travailler le ciment de la maison. Et le ciment de la maison, c'est un vol normal avec le FGC. On s'amuse. Ah, donne-moi Oxnav, donne-moi Viewer Lock, donne-moi Heading, intercepte l'ILS, intercepte la prochaine nav, va chercher tel point en route, monte à 10 000 pieds, descend, vire avec donne-moi 10 degrés à gauche. Faites-les participer. Faites-les travailler cette boîte-là. Et si vous la faites travailler cette boîte-là, ça va être du succès à tout coup. Le reste, là, les pannes, là, on a beaucoup de temps, c'est facile, on contrôle l'avion, on a du temps, on fait nos séquences. Mais ça, c'est très important de vraiment mettre l'accent là-dessus. N'oubliez pas à chaque fois que vous appuyez sur une touche VS, confirmé dans votre EDU. Je le dirai jamais assez souvent. Mais là, tu viens de le dire 3-4 fois, là. C'est assez. Ouais, OK. L'EDU, c'est ça. Puis ça, là, confirmez que vous avez fait vos sélections. Parce que des fois, si vous êtes en Alt Select puis vous appuyez encore sur Alt Select, ça va s'annuler. C'est beau faire les calls, mais confirmez. Chaque fois que vous appuyez sur VS, Heading, Viewer Lock, APP, Oxnav, LNAV, vous allez le dire beaucoup, ce Oxnav, LNAV. Confirmez que vous êtes en latéral navigation, donc une navigation avec votre FMS. Pas besoin de dire, je suis en VS en descente, puis là, je suis rendu VS 1200, VS 1600. Non, vous n'avez pas à réappuyer sur le bouton. Dites-le initialement, puis après ça, oubliez-le. C'est simple, ça va vous sauver les... T'as-tu vraiment dit les couilles? Maintenant, on va parler de l'EDU, Advisory Display Unit. Il y en a deux, une à gauche et une à droite. C'est la même. Et je peux vous dire, c'est votre meilleur ami après le masque oxygène. Donc, c'est simple. En haut à droite, vous allez avoir la température, la SAT, Static Air Temperature. Vous pouvez également avoir votre TAS, True Speed, votre vitesse, quand vous appuyez sur le bouton correspondant. C'est ça qui va vous donner ces informations. Ça, c'est en haut à droite. En haut à gauche, c'est des messages opérationnels que vous allez avoir, des messages importants, vous pouvez les regarder. L'EDU est séparé en 4 lignes imaginaires. On les voit pas, mais il y a 4 lignes. Ça ne peut pas se promener dans l'écran comme un iPad. C'est vraiment des lignes bien attitrées. 1, 2, 3 et 4. Chacune des lignes donne des informations. La deuxième ligne, c'est des informations de caution. Ils vont être jaunes. C'est des informations également disengage, data invalide. Il y a plein d'erreurs qui peuvent arriver. Ça va être la deuxième ligne. Ils vont être en jaune. C'est comme des caution lights que vous allez avoir ici sur la deuxième ligne. Prenez bien soin de les regarder, de les comprendre. C'est simple. À date, les deux lignes du haut, c'est pas la grosse importance capitale. Ça se passe sur la troisième et la quatrième ligne, les deux lignes du bas. Bon, les deux lignes du bas, la troisième ligne, c'est en blanc, c'est stand-by. En bas, c'est en vert, donc c'est ce qui est en train de se passer. C'est important de bien le comprendre. Et puis pour ce qui est de ces deux lignes-là, la troisième ligne, elle va être séparée en 3, puis la quatrième ligne en 2. Ça veut dire que, vous voyez ici, Alt Select, il y a 3 possibilités sur cette ligne. 1, 2 puis 3. Tandis que la quatrième ligne, il y a juste 2 possibilités. 1 et 2. Donc ici, on a des verticales arm mode, comme Alt Select en blanc. Ça n'a pas lieu, mais on se prépare puis on se protège, c'est verticalement. Donc on a latéral arm mode status du côté gauche. Au centre de la troisième ligne, c'est les modes verticales qui ont été armés. Puis à droite, c'est les modes verticales qui ont été armés, les derniers. C'est qu'il y a une section, vous voyez, l'Alt Select, des fois, il va être à droite, des fois, il va être au centre. C'est un peu bizarre. C'est pas une erreur, c'est que c'est la dernière sélection, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Tu peux armer, exemple, un glide slope. Et là, à ce moment-là, le Alt Select, lui, va se tasser au centre pour faire de la place pour votre glide slope. Donc, la troisième ligne, on a 3 possibilités, et puis c'est des arm mode. La quatrième ligne, c'est elle qui est importante, est en verte. C'est ce qui se passe quand on regarde à gauche. Ça peut être Heading Select, ça peut être, c'est vraiment sur le plan horizontal à gauche. Si je vous dis qu'on navigue avec le FMS, donc en Oxnav, LNAV, le LNAV, il va être à gauche. Ça marche. J'ai pas fait d'erreur parce que je suis en train de filmer en envers. Mais le LNAV va être à gauche, Oxnav. Si on parle de vertical, c'est là que ça va être à droite. Vos modes qui ont lieu en vert sur la quatrième ligne, verticalement, c'est à droite et horizontalement, c'est à gauche. Très simple. Donc, si je vous dis IAS, VS, on parle de verticalement, donc ça serait de quel côté? Ça serait à droite. C'est ça. Et si je vous parle d'une navigation latérale horizontale, ça serait quel côté? Ça serait à gauche. Excellent, trop fort. Donc, très simple. EDU, c'est votre meilleur ami.
Hey, Dumont, Quoi? t'es pas game de mettre ta veste jaune. T'es pas game, mon Dumont. Oh non, il va pas faire ça. N'importe quoi. Je suis calme que toi, man. Bon, le fameux FMS. FMS, il y en a souvent 2 dans votre avion. J'irai pas à fond dans cette vidéo parce qu'elle va être trop longue, mais je vais me consacrer à une vidéo qui va parler juste du FMS dans une couple de semaines. Mais pour l'instant, côté FMS, on se souvient, il faut appuyer sur l'FGC AUX pour être sûr que notre écran HSI est en AUX. Ensuite, NAV, et puis on va voir LNAV, c'est important. FMS, on peut en avoir 2, on peut en avoir juste un. Habituellement en 2021, les compagnies, on en a 2, on n'est pas des cheap shots. Et puis les FMS peuvent être indépendants, qu'il va falloir cross-feeder d'un bord en from ou en to. Il peut en avoir qui sont liés, syncés. Ça veut dire que je pitonne dans un puis ça suit dans l'autre. Oh, OK, une petite différence. Fait qu'il faut comprendre comment cross-feeder si vous ne l'avez pas dans le simulateur. Ça, les techniciens nous l'ajustent selon les compagnies. Sinon, vos pilotes d'entraînement, ils savent comment faire, je pense. Moi, il y a des boutons que j'appelle mes boutons rouges. Les boutons rouges dans un FMS, pour moi, c'est le bouton Flight Plan suivi du bouton Menu. Si on appuie sur Flight Plan et Menu, on devrait les peinturer en rouge, ces boutons, parce que c'est les plus utilisés, c'est les plus usés. Pourquoi? Parce que dans Flight Plan, on a 3 pages de menu pour avoir accès à ce menu pour mettre nos départs, nos arrivées, nos corrections de température. Ça se passe généralement toujours dans ces plans de vol. Donc, retenez Flight Plan Menu pour avoir vos menus. Si vous voulez changer de menu après Flight Plan Menu, vous allez changer ou Next, ça va fonctionner. Les boutons à retenir, Flight Plan Menu. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Sinon, côté navigation, on va toujours naviguer en nav. Ça peut être en nav 1, 2 ou 3. L'idéal, c'est en nav 2 qu'on utilise beaucoup pour la navigation parce qu'il y a plus d'informations sur votre écran, votre CDU du FMS. Comme je vous ai dit, on ira pas trop loin dans le FMS parce que je vais consacrer une vidéo entière pour le FMS. Donc, on ouvre nos FMS, tout va bien. On vérifie 4 choses. Les voici. On, ici. Côté FMS, on en a 2. On les ouvre les 2. Et on va faire la même chose avec le FMS numéro 2. Par la suite, vous allez vérifier. Ici, on a la position, on a la date, NAV Database. On a la date ici, 18 octobre 2021. Et l'heure UTC. Si tout fonctionne, les éléments ici, les 4 informations fonctionnent, on l'accepte. En ouvrant le FMS, on va aller mettre l'aéroport et le fameux départ. Ça peut être un CID, vous mettez le départ. Par la suite, vous continuez votre flight plan. Si vous avez tout rentré votre flight plan, puis vous n'avez pas mis votre départ, vous le mettez après, aucun problème. Mais effacez le no-link qui va s'être créé entre votre départ puis votre vol, parce que sinon, vous allez avoir un message d'erreur au décollage. Ça va pas exploser, là. Mais c'est juste gossant. Fait que si vous voulez pas avoir ce message-là, vous l'effacez dans votre programmation. Donc, le départ, votre vol, si vous voulez mettre une route aérienne, vous ouvrez votre ligne et vous allez dans Liste. Vous choisissez l'entrée et la sortie. Assez simple. Les retours d'urgence. Quand vous avez fini votre plan de vol, vous mettez votre dernier aéroport d'arrivée. Ça dépend de votre compagnie. Vous pouvez, certains, mettre un retour d'urgence. Il faudrait réentrer l'aéroport de départ pour que l'approche soit vers cet aéroport. Mais ça disparaît de plus en plus. Ce qui se passe, c'est qu'on termine avec notre aéroport d'arrivée, puis on peut même programmer l'arrivée avec le STAR, puis même l'approche si on connaît notre météo, exemple entre Montréal et Québec. Donc, encore une fois, Flight Plan Menu Arrive, c'est là qu'on va pouvoir entrer nos arrivées. Par la suite, vous pouvez corriger votre température au besoin, mais ça, c'est pour les retours d'urgence. Donc, Flight Plan Menu Temp-Comp, et on va mettre le chiffre. Pas besoin de mettre de moins parce qu'ils savent, à chaque fois qu'on écrit quelque chose dedans, c'est parce qu'on est en bas de 0, puis on va l'activer. On va remplir notre page de fuel, on va écrire le poids de notre avion, il est déjà écrit dans le FMS, dans nos avions. Dans le simulateur, c'est pas le bon. Écrivez le bon poids de l'avion et continuez avec le nombre de passagers, le poids, le cargo. Allez mettre votre carburant, le dispatch, le MINDIV, là, quand vous allez sur votre plan de vol, écrivez ce chiffre-là. C'est le carburant que ça nous prend quand on va arriver à destination pour aller à notre dégagement, plus 45 minutes de vol environ. C'est écrit sur votre plan de vol. Ça, c'est pour la programmation de votre FMS. Pour ce qui est de comment l'utiliser, on verra ça dans une autre vidéo. Quand vous avez terminé de programmer votre FMS, si vous voulez l'envoyer de l'autre côté, il va falloir aller dans l'FMS de l'autre côté, Flight Plan Menu Crossfeed Flight Plan ou Data Master Crossfeed. Le Data Master Crossfeed, c'est seulement au sol parce que vous crossfeedez la page de fuel en même temps et la navigation. En vol, vous pouvez crossfeeder la page de navigation en faisant seulement le Flight Plan Menu Crossfeed ou le Fuel Crossfeed, mais pas le Data Master Crossfeed. Quand on le programme, première chose, on va appuyer sur Flight. Premièrement, il y a 2 boutons que je les appelle les boutons rouges. C'est Flight Plan Menu.
ça nous donne le menu de Flight Plan qui a 3 pages. Changer de page, soit que vous appuyez encore sur menu et menu, ou soit que vous faites Next. Vous pouvez faire Next, ça va fonctionner aussi. Si on recommence avec notre Flight Plan, ici, on va l'effacer parce que c'est beau être à New York, mais on va partir exemple de Montréal, dans notre cas, c'est YUL. On accepte, on confirme. Quand l'aéroport a été rentré, là, on va faire nos boutons rouges. On est déjà en Flight Plan, fait que Flight Plan, on n'a pas besoin. Menu. Après ça, ce que je veux faire un départ. Je vais partir, exemple, sur la piste 06 gauche, numéro 1. Le CID, c'est le Montréal 1. Enter. Je repèse sur Flight Plan pour revenir ici et je vais continuer à construire. Alors, si je décide de mettre des points comme, exemple, le but, je mets des points au hasard. Socaille. Et exemple, Kudjerapic. Mon plan de vol est créé. Si par contre, je veux mettre une Airways à partir de Socaille, exemple, s'il y en a, ça va être le bouton qu'on va toucher, c'est Liste. Le deuxième ici, vous ne le voyez pas, mais ici, la deuxième petite ligne, vous avez le Airways. Vous allez choisir lui que vous voulez, exemple, le Québec 905, le numéro 1, Enter, et vous allez choisir la sortie. Je veux qu'il sorte à Gluck. J'invente ça, j'ai aucune idée où ce que je m'en vais. Ça me donnerait la route de vol, puis je finis avec l'aéroport que je veux, Québec. Je peux rentrer l'arrivée à Québec. Donc, Flight Plan, je suis déjà. Menu, Arrive. Il va m'offrir l'aéroport de Québec. La piste, tiens, je décide que c'est la 24. Le Star, le Pesac. Et via, j'en choisis un des deux, mettons le Cinro. Je choisis l'Airnav Zulu 24, le numéro 2, Enter. Je choisis s'il y a une transition, dans notre cas, le Star. Il y en aurait une. Je choisis le Métis. Et mon plan de vol a été rempli. Quand c'est fait, si j'ai mis un retour d'urgence ou une approche, encore les boutons rouges, menu, Temcom. S'il fait froid, on va juste mettre le chiffre, il met automatiquement en moins, Enter. Je l'active. Et vous voyez, le TCMP a été corrigé. Ensuite, on va faire notre page de fuel. Le nombre de passagers, je donne exemple 23. Le poids, on peut mettre ça à 4858, peu importe. Cargo, 2500, tiens. Le fuel on board, on a 5600. Le total réserve, c'est le min-div sur votre plan de vol. Exemple 2323. J'invente des chiffres. Ça nous fait un coût au décollage de 40 054. Je pourrais le bugger. 40 000. Et voilà, je reste toujours sur ma page NAV 1 ou NAV 2. Ça va me donner des informations auxquelles j'aurai besoin. Ça, c'est pour le FMS. La base, quand on veut emmener ça de l'autre côté, au sol, il nous offre Master Crossfeed. En vol, vous ne pouvez pas faire de Master Crossfeed. Vous pourrez juste faire un Flight Plan Crossfeed ou Fuel Crossfeed. Fait que dans ce temps-là, si vous voulez crossfeeder le Master Crossfeed, là, vous acceptez. Tout ce que j'avais là est rendu de ce côté-là. Flight Plan, menu, Crossfeed Flight Plan, from FMS2. Là, j'irai chercher juste le Flight Plan. Si, comme là, au sol, je vais avoir le Fuel, menu, Crossfeed, from FMS1. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en sync. Ça veut dire qu'ils sont syncés. À mesure qu'on pitonne, l'autre suit. Je l'accepte. Si je veux avoir les deux, il faudrait que je fasse au sol seulement Data, Master Crossfeed, from FMS. Et là, j'aurai toutes les informations. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite révision pour le FMS FGC VU. C'est 3 monuments. Si vous savez ça, le reste, ça va couler comme l'eau dans une rivière. Hey, don't make me want when I want to fly.